Et un DSI d'aujourd'hui, il doit s'intéresser à l'informatique de demain, c'est-à-dire à comment il maîtrisera plus tard cette coexistence et cette orchestration entre du CPU, du GPU, du QPU, entre des algorithmes classiques, de l'IA, générative ou pas, de l'informatique quantique. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir David Quentin, qui est le DSI de la Matmut. David, bonjour. Bonjour Pierre. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Oui, alors très rapidement, David Quentin, j'ai 54 ans, 3 enfants, je suis le directeur du numérique de la Matmut. Je le dis, c'est pas tout à fait DSI, c'est un peu différent, on y viendra. J'ai travaillé chez IBM, à la Caisse des dépôts et désormais à la Matmut depuis déjà 14 ans. Est-ce que tu peux nous parler avant tout un peu de ton parcours ? Sur ce parcours, en réalité, j'ai travaillé sur un peu tous les secteurs du numérique. Alors, on va dire de l'informatique pour commencer. J'ai été développeur, un des premiers développeurs Java en France. J'ai été chef de projet, j'ai été architecte, directeur de projet. Et puis, architecte en chef à la Caisse des dépôts. Ça a marqué un premier tournant, puisque ça m'a permis de travailler sur l'ensemble d'un système d'information, l'ensemble de la complexité d'un système d'information. Et puis, depuis 14 ans, donc, je suis à la Matmut. D'abord, je l'ai rejoint comme directeur adjoint en charge de tout ce qui était production, infrastructure informatique, sécurité du système d'information. Et là, maintenant, depuis déjà 7 ans, en fait, j'ai rejoint le comité exécutif de la Matmut en charge de la direction du numérique et de l'innovation. D'accord. Et pourquoi avoir choisi la Matmut et pourquoi tu penses que la Matmut t'a choisi ? C'est 2 questions très différentes. Quoi qu'il y a un lien commun. Déjà, toute la première partie de carrière, je l'ai faite en région parisienne. Alors, je sais que toi, tu es ici, là, en région parisienne. Et j'avais quand même 3 jeunes enfants. J'habitais en banlieue parisienne et j'ai eu un petit appel de la province, bien avant le Covid, parce qu'on parle de l'année 2010. Et il y a eu une opportunité chez un grand assureur, peut-être moins connu que d'autres, mais un grand assureur. Et j'ai sauté en fait sur cette opportunité. Pourquoi la Matmut m'a choisi ? Alors peut-être par rapport à tout le parcours, mais aussi justement parce que je voulais m'installer à cette époque-là à Rouen, siège de la Matmut, et que c'est une époque où la Matmut n'avait pas eu beaucoup d'arrivées de l'extérieur depuis pas mal de temps, notamment sur les fonctions système d'information, et donc on va dire on réunissait le meilleur de 2 mondes, c'est-à-dire à la fois du sang neuf, mais du sang neuf qui avait envie de s'investir dans la région Normandie. D'accord. Et parle-nous un petit peu de la Matmut, justement, rapidement, nous rappeler un peu ses particularités, et notamment ses particularités au niveau informatique. Ça marche. Alors déjà, la Matmut, c'est aujourd'hui une société d'assurance, et d'assurance de tous les types d'assurance. Donc l'assurance dommage, c'est le cœur historique. Donc ce qu'on appelle l'assurance habitation, l'assurance automobile, l'assurance des 2 roues, les motos ou autres véhicules de roues, mais aussi l'assurance habitation, les appartements, les maisons, mais aussi l'assurance santé. On a une mutuelle santé qui s'appelle la mutuelle Océane Matmut. Et enfin, tout ce qui est assurance vie et assurance emprunteur, etc., etc. Le groupe, c'est quand même 7000 salariés, c'est quand même 3 milliards de chiffre d'affaires. Et c'est 4 millions maintenant de sociétaires et 7-8 millions de contrats. Voilà, donc c'est un groupe assez étendu. Et sur la France entière, donc on a 480 agences sur l'ensemble du territoire et on n'opère qu'en France. Au sein de ce grand ensemble, on a une direction du numérique et de l'innovation qui regroupe à la fois la DSI et d'autres fonctions. Je vais peut-être rentrer un peu dans le détail. En tout, c'est 750 personnes quand même, qui travaillent sur toute l'étendue du numérique. Donc depuis, effectivement, tout ce qui est production informatique, infrastructure, sécurité, mais aussi toutes nos usines de développement. On a nos propres équipes de développement applicatif. Tout ce qui est assistance à maîtrise d'ouvrage, pilotage des processus, qualité, etc., etc. Ça, je vais dire, c'est l'étendue du numérique. Et en complément, il faut que je te dise que travaillent auprès de moi des filières de risque, le DPO, donc la protection des données personnelles, le RSSI Group, donc la protection du système de la sécurité du système d'information, le Data Office, qui s'occupe de la qualité des données. Donc 3 filières de risque qui travaillent auprès de moi,
et en complément, une PMO centrale et tous les achats systèmes d'information. Donc tout ce qui est achat de prestations, de matériel, de logiciels, de conseils sont faits par ma direction achat système d'information qui me reporte également. Donc voilà, donc tout ça, ça fait 750 personnes qui travaillent au quotidien pour le numérique du groupe Matmut. Et alors, tu te définis comme un full stack CIO. Ouais, j'ai utilisé. Qu'est-ce que c'est ça ? Ouais, c'est sympa comme terme. Ça m'est venu comme ça quand effectivement, on recherchait des full stack développeurs. Et je me suis dit, mais en fait, les CIO, donc les DSI ou les directeurs du numérique, c'est plus les DSI d'il y a encore 10 ans. Hein. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser tout le volet technique, tout le volet relations au métier, mais aussi tout le volet réglementaire, qui est très, très prégnant, notamment dans les institutions financières, donc chez les assureurs. Il faut aussi maîtriser tout le volet RH. 750 personnes, c'est une belle PME. Et donc, quand tu as 750 personnes autour de toi, bah, tu vis tous les bonheurs et les malheurs de la vie. Hein. Donc, ça fait partie du job. Et donc, un full stack CIO, c'est un CIO qui s'occupe de toutes ces dimensions-là. Les dimensions humaines, les dimensions de durabilité, les dimensions d'innovation, les dimensions techniques, les dimensions d'usage. On ne s'arrête surtout plus à l'informatique. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça que je me définis comme un full stack CIO, parce que je m'attache à travailler sur toutes ces dimensions. D'accord. Et il y a une question qui est importante pour toi, c'est la question de la diversité et l'inclusion. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. Donc les deux termes sont importants, mais ce qui est intéressant, je vais le prendre du point de vue du numérique. C'est vrai que c'est important pour moi d'un point de vue citoyen, mais je dirais là, ça me regarde et c'est pas trop le sujet là. Mais d'un point de vue numérique, il faut pas qu'on oublie que l'ensemble de la société est dans une révolution numérique. Cette révolution numérique, elle est en cours depuis les années 50, mais on la ressent encore extrêmement aujourd'hui. Hein, ça s'accélère presque. Ça s'accélère avec l'intelligence artificielle, demain avec le quantique, ça s'accélère. Et cette révolution numérique, elle change la société avec un grand S. Et comme elle change la société, en même temps, au fur et à mesure, elle change les sociétés, les entreprises auxquelles nous appartenons. Et en fait, quand il y a des grands changements comme ça, fondamentaux de société, il y a toujours des exclus. Donc moi, je le regarde vraiment de cet œil-là. Je vais commencer vraiment par la question du numérique au féminin. C'est quand même un vrai problème pour l'ensemble des DSI et pour moi, de s'apercevoir que quels que soient nos efforts, le sourcing, je vais parler comme ça, hein, les ressources en filles, en femmes qui travaillent dans le numérique sont aussi faibles. Il y a faibles au sens quantitatif. Il n'y a pas assez de femmes sur ces matières-là. Il n'y a pas assez de femmes sur le marché du numérique. Et donc, par effet de conséquence, quels que soient nos efforts, et on en a beaucoup et on peut en reparler, on a peu de sourcing de filles ou de femmes qui font du numérique. Et ça, c'est un problème de société à long terme. Parce que ça veut dire que ça installe des biais. Et quand on en est à automatiser les tâches intellectuelles, jusqu'ici, on automatisait les tâches manuelles. Mais on est passé à l'automatisation des tâches intellectuelles. Quand on en est à automatiser les tâches intellectuelles, si on ne le fait qu'avec un point de vue, une posture masculine, ben on oublie une partie de l'humanité. Et c'est un problème de développement du numérique dans la société et dans les sociétés. Donc ça, c'est quelque chose qui me touche, bon, je l'ai dit à la fois en tant que citoyen, mais vraiment aussi en tant que patron du numérique de la Matmut. Et ça, tu peux l'étendre. Alors, et je vais le dire tout de suite aussi, et là, en tant que citoyen, moi, j'aime pas l'excès qui va à la ghettoisation, qui va à plein de petites minorités différentes, qui chacun réclame quelque chose. C'est pas du tout mon sujet. Mon sujet, il est celui de bénéficier de l'ensemble des apports. Et l'ensemble des apports, ça veut dire laisser personne sur le bord de la route. Donc ma vision, hein, et c'est hyper important, hein, quand je parle moi d'inclusion et de diversité, j'en parle pas comme un acte politique, j'en parle comme un acte de être sûr de ne laisser personne sur le bord de la route du développement du numérique dans la société, dans nos sociétés. Et quelles actions tu peux mettre en place en tant que DSI du coup ? Alors c'est très complexe. À chaque fois, c'était tout petit pas. Évidemment, il y a les grandes déclarations et ça, je peux le faire comme ça. Et en fait, ça ne change rien. Ça ne change rien. Il y a plein de gens qui vont écouter le podcast et qui non mais en fait, ok, bon, David, il écrit dans le désert, ça ne sert à rien. En revanche, chaque jour, plein de petites actions qui font que les femmes doivent se sentir bien dans cette matière. Ça veut dire aussi qu'on doit accompagner au plus tôt
toutes les filles qui veulent faire des matières scientifiques. Et donc, tant la Matmut en tant que telle que ma direction, là où elle interagit avec tout un tas d'universités, d'associations, on doit travailler sur des petites actions, mais des petites actions qui amènent les filles à ne pas négliger les parcours scientifiques. Parce que les parcours scientifiques, on voit bien que c'est le travail de demain. Et en fait, négliger les parcours scientifiques, c'est aussi se fermer le marché du travail demain. Et ce marché du travail, on le voit avec l'IA. L'IA, c'est un bon moment parce que l'IA redéfinit les métiers du numérique. Donc, ça peut recréer un appel d'air, mais il faut le prendre, cet appel d'air. Ouais. Okay, et demain, le quantique, nouvelle révolution, c'est beaucoup plus tech, c'est beaucoup plus scientifique. Et donc, on emmènera les profils qui ont eu une appétence scientifique et une éducation scientifique. Donc, je suis vraiment pour attirer tout ça. Tu me demandais ce qu'on fait au quotidien. Alors, on accompagne, on participe à tout un tas d'événements avec un certain nombre d'assauts. On invite nos ingénieurs femmes à participer à tout partout où elles peuvent avoir cette logique de rôle modèle. Donc, je pourrais te citer quelques assos. Je pourrais te citer l'initiative Femmes at Numérique du SIGREF. Je pourrais te citer une association importante qui s'appelle Elsteam, qui vise à ce que des femmes qui sont dans la science aillent dans les collèges, aillent parler aux collégiennes de 3e, parce que c'est en ayant cette exposition en 3e de dire « mais oui, ces métiers-là sont possibles pour moi, je vais pouvoir les faire », que ça peut déclencher demain des vocations en seconde, en première. Et Parcoursup, c'est à ce moment-là. Et c'est un vrai sujet. Si tu ne le décides pas assez tôt, après, c'est fini. On fait en sorte, évidemment aussi, et ça, c'est plus l'ensemble de notre entreprise, d'accompagner les moments de vie, tous les moments de vie. Et c'est valable d'ailleurs pour les hommes et pour les femmes, mais les moments de vie de nos salariés, etc. etc. D'accord, très intéressant. Alors, ça fait 2 fois que tu parles du quantique. Ouais. Ça, c'est une question un peu plus générale, mais comment ça va, d'après toi, impacter notre quotidien et ton quotidien de DSI et les entreprises? Est-ce que tu as une vision là-dessus? Alors, je n'ai pas une vision. J'ai quelques convictions. Ouais. La première, des prémonitions. Ouais, peut-être, ou des intuitions, on verra. Des intuitions. Déjà, c'est toujours intéressant. Je t'ai parlé de révolution numérique tout à l'heure, qui pour moi démarre dans les années 50. Le quantique, c'est encore avant. C'est-à-dire que quand même, la physique quantique, c'est Einstein, c'est le début du XXe siècle, c'est les années 1900. Son prix Nobel, c'est sur ses travaux sur le quantique qu'il a, c'est pas sur EMC2, on le redit au passage. Et il y a toute une école qui a travaillé sur la mécanique quantique, la physique quantique, les mathématiques quantiques ensuite, et qui ont donné tout un tas de prix Nobel. Ça veut dire qu'il y a une science académique, une science dure, qui travaille depuis plus d'1 siècle sur le sujet du quantique. Pourquoi, depuis quelques années, revient sur le devant la question de l'informatique quantique? Pourquoi c'est passionnant? Parce qu'effectivement, comme l'IA, ça peut permettre de sortir de l'informatique classique, de l'algorithmique classique, et de proposer des solutions à des problèmes complexes pour lesquels aujourd'hui on n'a pas de solution viable sur un temps déterminé. Alors c'est des problèmes très complexes, par exemple de trouver le meilleur chemin possible dans un arbre extrêmement dense, mais ces problèmes-là, on peut les résoudre de manière beaucoup plus rapide, théoriquement, avec de l'informatique quantique. Et si y a beaucoup d'acteurs du marché aujourd'hui qui investissent dessus, c'est parce que ça devrait permettre d'ouvrir un nouveau champ de l'informatique. Et là, moi, je vais te parler en tant que DSI. L'informatique d'aujourd'hui, c'est de l'algorithmique sur des CPU, sur des processeurs CPU. Aujourd'hui, maintenant, on appelle ça l'informatique classique. Bon, elle a que 70 ans, mais c'est l'informatique classique. Et en train de se développer à côté, tout l'usage des GPU et des IA génératives. Et on voit bien que ça ne va pas remplacer, ça étend. C'est-à-dire que les algorithmes de demain, les applications de demain, les usages de demain, les agents informatiques de demain, ils travaillent à la fois sur de l'informatique classique et de l'interaction telle qu'on la connaît ou d'autres types d'interactions avec les humains, et à la fois sur de l'IA générative qui va tourner sur des GPU. Tu auras la 3e branche. C'est-à-dire que d'ici quelques années, peut-être 10 ans, il y a plein de théories là-dessus, moi je ne suis pas assez calé, mais peut-être d'ici 10 ans, les QPU, donc les processeurs quantiques, ça sera notre 3e patte ou 3e branche sur laquelle on exécutera une partie des problèmes.
ceux qui sont résolus sur ce type d'algorithmique et sur ce type d'infrastructure. Et donc, l'informatique de demain, c'est les trois. C'est comment orchestrer au mieux tout ça. Donc, l'informatique de demain, et un DSI d'aujourd'hui, il doit s'intéresser à l'informatique de demain, c'est-à-dire à comment il maîtrisera, plus tard, cette coexistence et cette orchestration entre du CPU, du GPU, du QPU, entre des algorithmes classiques, de l'IA, générative ou pas, de l'informatique quantique, et d'ailleurs tout ça, chez moi, dans mes data centers, ou dehors, dans le cloud, et quel cloud, un cloud souverain ou pas, etc., etc. Donc en fait, c'est une nouvelle complexification, mais si tu l'as, évidemment, là je suis très réducteur, mais si tu l'as réduit comme ça, tu te dis que c'est hyper motivant, ça veut dire que ton rôle de DSI, il va encore s'étendre, tant vers par le plancher, tant horizontalement, si tu veux, sur les types de technologies et d'algorithmiques, mais aussi, là pour le coup, verticalement, sur le type de complexité de problème et sur le type d'interaction avec les humains. Bref, on va rester au centre de tout ce qui va se faire dans le monde de demain. Alors, c'est assez rare qu'on parle du sujet des DPO au sein des DSI. Aujourd'hui, c'est quoi les bonnes pratiques pour toi à mettre en place de ce point de vue-là? Est-ce que c'est un sujet important ou finalement c'est facile d'arriver à bien le délimiter, on va dire? Alors, d'abord, c'est un sujet hyper important. C'est un sujet hyper important puisqu'au final, je reviens toujours à la révolution numérique, mais puisque de toute façon, on est dans un monde numérique, le monde est numérique, c'est fait. Enfin, tout le débat sur métaverse, pas métaverse, etc., on est dedans, en fait, de facto. Aujourd'hui, on est déjà dans un monde hybride où il y a beaucoup de numérique et beaucoup de matériel, mais il y a beaucoup d'immatériel. Et donc, en fait, la question du DPO, c'est comment je protège les données immatérielles du consommateur, du citoyen. Et avant tout, du citoyen européen, parce qu'on va être en France, on va être en Europe, c'est le RGPD. Et donc, comment je protège, en fait, les données immatérielles de chacun d'entre nous? Ça, c'est la clé, en fait. Et finalement, c'est assez bien foutu. Ça demande deux choses, un consentement et une finalité. C'est pas si compliqué que ça, en fait. Évidemment, au quotidien, c'est énormément de travail pour les gens qui le font, mais c'est pas si compliqué que ça. C'est de dire, il y a un certain nombre de données, elles sont personnelles, et donc, toi, en tant que citoyen, toi, en tant que client, toi, en tant que salarié, tu dis ça, oui, je suis d'accord pour que ça soit utilisé, ou non, je suis pas d'accord, et pour quelle finalité? Bon, si tu souscris un contrat à la Matmut, un contrat automobile, oui, je vais avoir besoin de ton âge, du nom des conducteurs, et depuis quand tu as ton permis. Il y a donc plein de données qui te sont personnelles, mais la finalité, elle est très claire. Elle est de couvrir tes risques, de te couvrir de tous les aléas qui peuvent t'arriver en tant que conducteur et propriétaire d'une voiture. Donc la finalité est claire, et donc assez évidemment, tu consens à ce que j'utilise ces données. Donc pourquoi le DPO est dans mon environnement? Parce que c'est là que c'est important. Moi, je suis directeur du numérique, je ne suis pas DSI. J'ai des DSI qui travaillent avec moi. Je chapeaute l'ensemble, justement pour aussi chapeauter la partie protection des données personnelles. Donc je disais consentement, finalité. La difficulté, en fait, c'est on ne peut pas passer son temps à poser ces questions et on ne peut pas passer son temps non plus à réfléchir si la finalité est bonne ou non. Mais la loi est vachement bien faite. C'est-à-dire que tu définis un registre, tu définis tes finalités, tu définis les types de données que tu recueilles et quand, les durées de conservation, etc. etc. Moi, j'invite vraiment tout le monde à le regarder avec cet œil simple de protection et avec l'œil business qui va avec. C'est-à-dire qu'il ne faut pas surinterpréter tant que la finalité est respectée. Évidemment, on est dans un monde où, de toute façon, tout le monde brade ses données personnelles, d'une certaine façon, parce qu'on ne s'en rend pas compte, on est tout le temps en train de les perdre partout, de les laisser partout, on laisse des traces numériques partout. Et on pourrait se dire, à quoi bon, en fait, à force d'aller sur Facebook, sur machin, tu les as déjà laissées, ces données-là. Donc, qu'est-ce que ça te coûte de me les donner? Mauvaise réflexion. On est dans le monde des entreprises, on définit nos finalités, je prends de ta part ce qui m'est utile, je l'utilise pour te rendre service et te vendre le service. Et j'ai pas besoin de plus, et ça m'interdit pas de faire mon business, puisque mon business, il est en lien avec mes finalités. Définir tout ça, c'est définir tout un écosystème malgré tout, de protection du citoyen, où, quand on veut durcir sur les traces qu'on laisse un peu partout, on pourra le faire, ça ne mettra pas en danger les entreprises qui auront, dès le début, respecté ça. Donc, tu sais qu'on parle de privacy by design, c'est-à-dire que
dès le début de la conception d'une nouvelle application, d'une nouvelle offre numérique, il faut tenir compte de ça. Mais vraiment, ce que je veux dire aux éditeurs, mais à mes collègues DSI, c'est normalement, c'est jamais une barrière. Et ça dépend aussi, enfin, c'est là où le casting des DPO est vachement important. Un DPO, pour moi, il ne doit pas venir du numérique à la base. Il doit vraiment venir du métier. Il doit savoir ce qu'il manipule. Il doit connaître les finalités de l'entreprise. Et à partir de là, il doit donner des avis très clairs. Il ne faut jamais oublier, lui donne les avis, il dit la règle. Et ensuite, tu as des dirigeants qui dirigent et qui prennent les risques qu'ils veulent prendre. Il ne faut pas mélanger les rôles. Donc, si tu as fait un beau casting de DPO, moi j'ai un des meilleurs DPO de la place, je le dis avec beaucoup d'affection pour lui, c'est vraiment un super DPO parce qu'il est toujours très clair dans l'analyse, mais il est aussi très clair dans délimiter les actions qu'on prend et surtout ne pas surinterpréter. C'est une maladie pour les DSI en ce moment, la surinterprétation réglementaire. Il y a vraiment un déluge réglementaire, il y en a un. Il y a un déluge réglementaire. En fait, tu n'as pas le droit de commenter est-ce que c'est bien ou c'est pas bien. Les législateurs et les régulateurs, qu'ils soient européens ou français, ils ont décidé qu'il fallait, au nom de l'État français ou au nom des citoyens européens, ils ont décidé qu'il fallait établir ces lois. Après, en tant que citoyen, tu en penses que tu en veux. En tant qu'entreprise, tu dois t'y conforter. Donc, il n'y a pas de sujet sur oui, il faut appliquer ces règlements. Il ne faut pas les surinterpréter. Les règlements, en général, ils sont bien faits. Il faut faire ce qui est marqué dedans. Il faut arrêter de surinterpréter. C'est vrai. Et ça, c'est important. Hein. Au début de la mise en place de la RGPD, moi, j'ai vraiment constaté en tant que prestataire que c'était surinterprété et que tout le monde avait un peu compris qu'en gros, on ne pouvait plus envoyer de données personnelles. Alors qu'en fait, c'est exactement ce que tu disais, c'est une question de consentement, c'est des papiers, c'est des choses à garantir, et qu'en fait, on peut faire les mêmes choses qu'avant, c'est juste qu'il faut les faire bien, alors, sauf pour les gens qui trichaient avec les données personnelles et qui se les échangeaient sans donner le consentement, mais c'est pas quelque chose qui empêche de faire du business. Mais j'ai l'impression que ça rentre un peu dans les mœurs, et que les gens commencent un peu à comprendre ce qu'il y a derrière cette loi, avec l'expérience qui vient, 7 ans, l'application, la loi la plus, mais c'est quand même depuis mai 2018 l'application de cette loi. Donc maintenant, elle a 7 ans, elle est rentrée dans les mœurs. Je pense que globalement, le marché l'utilise bien. Hein. C'est sûr. Au niveau de la sécurité, il y a beaucoup de grands groupes qui sont quand même fait hacker il n'y a pas longtemps. Surtout, il y a à peu près entre il y a 2 ans et 5 ans, si je vois un petit peu ce qui se passait au niveau de nos clients ou du marché. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça s'est un peu calmé. Et quand je parle à des DSI, c'est the priorité en ce moment. Qu'est-ce que tu penses qui a changé ? Et est-ce que tu penses que dans le futur, on va avoir plus d'attaques ou on va réussir à bien fortifier le château et à améliorer nos pratiques ? Alors, 3 choses pour moi là-dessus. 1, il y a eu plus de visibilité. Et justement, le RGPD notamment, mais pas que, puisque en fait, les règlements NIS, les règlements DORA amènent les mêmes logiques de notification obligatoire. Et en fait, on est sorti du tabou. Donc aujourd'hui, une entreprise qui est attaquée, elle le notifie au régulateur. Et globalement, on le sait, la presse le dit. Et c'est plus un tabou, c'est-à-dire qu'elle ne se retrouve pas, c'est vraiment le mauvais élève de la classe. On voit quand même que beaucoup ont été attaqués. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est classe. Je dis juste qu'on est sorti du tabou de, surtout on ne le dit pas, on le cache. Parce qu'avant, finalement, il y en avait pas évidemment moins... pas moins d'attaques. Enfin, je vais revenir sur le deuxième point. Oui, il y a plus d'attaques. Mais il y avait évidemment des attaques et très certainement beaucoup d'acteurs qui ne le disaient pas. Okay ? Aujourd'hui, il y a une obligation, de toute façon, réglementaire, de le signifier. En général, avec une cyberattaque, tu as de la fuite de données personnelles, donc tu le notifies à la CNIL. Et si tu notifies la CNIL, demain, tu notifieras, quand tu es un assureur, l'ACPR dans le cadre de DORA, la NSSI dans le cadre de NIS, de toute façon, et de NIS 2, de toute façon, il y a une notification, et une notification aux personnes concernées derrière si leurs données personnelles ont fuité. Hein. Tu dois aussi ensuite notifier tes clients s'ils sont concernés par la fuite de données. Donc, je crois qu'il y a un tabou qui a sauté, et c'est très très bien, parce qu'en fait, de pouvoir maintenant en parler, fait que c'est plus dans des petits cercles informés, mais que les DSI, même entre DSI, on partage beaucoup plus facilement les incidents de sécurité qui peuvent nous concerner les uns ou les autres, ou les attaques qui peuvent nous concerner les uns ou les autres. Parce que finalement, c'est pas une honte, et c'est même l'inverse, c'est dans nos cercles, quand on partage, ça permet de renforcer tout le monde.
Parce que si une attaque est en cours quelque part, il y a de bonnes chances que d'autres soient concernés assez vite par la même attaque. Bien sûr. Donc ça, c'est le premier élément. Moi, je pense qu'il y a eu surtout un révélateur. Ceci étant, oui, il y a aussi eu plus d'attaques parce qu'une élévation, en fait, de compétences des attaquants. En fait, c'est un peu basique ce que je vais dire, mais évidemment, quand moi j'étais jeune, il y avait ce film War Games, et en fait, c'était vraiment le jeune hacker dans son université qui hack le Pentagone. Et évidemment qu'il y a encore des individus qui font des exploits. Et ça, c'est des exploits individuels, et ok, ça se gère d'une certaine façon. Tu as évidemment toute une frange qui sont les activistes, et je ne remets pas en cause leurs opinions, je dis juste qu'il y a des activistes, il va y avoir des activistes qui vont s'attaquer particulièrement aux entreprises financières, d'autres aux entreprises de pétrochimie, d'autres aux organismes publics, bref, il y a des activistes, mais en réalité, depuis une petite dizaine d'années, notamment depuis certainement 5 ans, il y a des mafias, en fait. C'est rémunérateur. En fait, et donc là, c'est du crime organisé. Donc ça s'est professionnalisé. Organisé, ouais. Et avec aussi j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup inspirés de ce qui se fait par ailleurs dans le SaaS, etc. Donc il y en a qui font des logiciels de hacking, qui vendent les logiciels. Il y en a qui les achètent. Il y en a qui sont investisseurs. Il y en a qui s'occupent de blanchir. En fait, ça s'est organisé. Il y a des call centers de services après-vente, etc. Oui, bien sûr. Et du coup, ça fait des masses beaucoup plus importantes. Et c'est pour ça que le niveau a monté en face, en fait. Ça s'est professionnalisé. Et en même temps que ça se professionnalisait, il y a des attaques prêtes à l'emploi qui peuvent être vendues à des gens qui n'ont même pas besoin de connaître. Qui sont dans leur garage, comme ça, qui téléchargent le truc et c'est parti. Et qui n'ont pas besoin d'avoir de compétences particulières. Parce que ça a été packagé. Ouais. Donc, en même temps, ça s'est professionnalisé, ça s'est packagé, c'est un business, c'est un gros business, semble-t-il. Et donc, ça aussi, quand même, ça a participé à l'augmentation. C'est-à-dire que dès que ça ramène de l'argent, c'est un business. Et s'il y a un business, attaquer, c'est un business, et tu as des gens qui vont faire de l'argent sur ce business. Et puis, il y a quand même la quatrième typologie, parce qu'ok, tu as les hackers isolés, tu as les activistes, tu as le crime organisé, mais il y a les États. C'est-à-dire que le cyberespace, le numérique, c'est devenu un lieu de conflit comme un autre. Ouais. Et les États aussi se sont professionnalisés. Et moi, il ne me revient pas de commenter ça, mais on sait qu'il y a un Comcyber en France. Donc, il y a des moyens de défense. Et il y a certainement des moyens d'attaque, mais il y a des moyens de défense. Et on sait que les grands acteurs ont une arme cyber comme ils ont les 3 autres armes, et que ça fait partie maintenant des doctrines, des grandes doctrines militaires. L'OTAN a une doctrine sur le cyberespace. Donc, moi j'en parle parce que ça, en fait, évidemment, ça concerne les États. Mais certainement, ils se testent régulièrement. Et quand ils se testent, il y a des dommages collatéraux sur des entreprises autour ou des administrations autour qui, à un moment, prennent une balle perdue, entre guillemets. Oui, c'était un test d'attaque ou une démonstration de capacité pour dire, tiens, moi, je suis tel pays que tu m'as pas identifié jusque-là, mais regarde, je sais faire ça. Donc, ça existe aussi. On va pas faire trop de politique fiction dessus. On va juste dire que toute la chaîne s'est professionnalisée. Et que donc, à partir de là, on a certainement atteint, je ne vais pas dire une asymptote, mais l'ensemble du monde numérique, maintenant, ça fait partie de ce monde. Il y a des attaquants de différentes sortes. Il y a des exploits, il y a des failles, il y a des attaquants. Et donc, en parallèle, c'est vrai aussi, l'ensemble des DSI se sont professionnalisés aussi. C'est vraiment de la professionnalisation. Là où tu avais quelques experts sécurité par le passé, tu as des services entiers, très bien formés, qu'on sépare entre les équipes qui surveillent, les équipes qui réagissent, les équipes qui réparent, les équipes qui regardent ce qui s'est passé. Donc, tu as une vraie professionnalisation, y compris dans une entreprise comme la mienne, où j'ai un certain nombre de personnes qui sont vraiment dédiées aux activités de cybersécurité et qui n'ont rien à envier, en fait, dans les entreprises à ce qu'on va retrouver chez les attaquants. Et tu as un combat au jour le jour, on va le dire comme ça. Tu as des escarmouches au jour le jour, tu as des attaques au jour le jour. Mais on est plus préparé aussi qu'avant. C'est vrai. Mais surtout, on est aussi préparé sur une chose vachement importante qui est la résilience. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a appris à se défendre, à réagir, mais on avait laissé de côté ce qui est la résilience. Et la résilience, en fait, c'est de laisser passer l'attaque,
puis de se relever derrière. Et quoi qu'il se passe. On parle de l'attaque, mais ça peut être pas une attaque, mais juste l'arrêt de l'électricité en France pendant 24 heures. Hein. On en a parlé il y a 2 ans, ça pourrait réarriver. Tout le numérique s'éteint quand même. Hein. Faut juste pas l'oublier. Et donc, comment tu redémarres? Qu'est-ce que tu fais après un incident de ce type? Mais là aussi, les entreprises sont beaucoup mieux préparées qu'avant. Donc, c'est pour ça que ça s'est équilibré. C'est pour ça que peut-être tu dis, depuis 2 ans, j'entends moins parler du sujet. Il est au top de nos priorités. Il est au top de nos priorités. J'entends parler comme une priorité, mais j'entends moins de gens qui se sont fait hacker. Oui, parce qu'au quotidien, il y a des événements, mais au quotidien, on maîtrise la cybersécurité. Et c'est des choses toutes bêtes, mais c'est la généralisation de la SSO. Oui. C'est le fait de s'intéresser aussi aux utilisateurs et pas que au système. Énormément. Il y a plein de choses qui ont changé. La sensibilisation, elle a vraiment changé. Tu parlais du SSO, mais le MFA, hein, qui est hyper important, le Multi-Factor Authentication. Donc, d'avoir une authentification à 2 facteurs est essentiel. Ça fait tout. Ça fait beaucoup de choses. Les sauvegardes, hein, qui doivent toujours être nickel et opérantes, et on doit savoir restaurer. Enfin, tout ça, oui, c'est dans les standards maintenant. Et donc, dans ces standards de marché, attention, hein, on est tous soumis à la pression. Il arrive des événements, mais globalement, et on l'avait déjà vu pendant le Covid sur un autre type d'événement, globalement, les DSI en France, ils sont prêts et ils réagissent plutôt très bien. Voilà. Alors, sujet un peu plus fun, l'adoption. Alors, vous êtes client de Lemon Learning, il faut le rappeler. Ouais. Est-ce que, en quoi c'est important pour toi l'adoption des outils ? Et quelles sont, d'après toi, les bonnes pratiques ou les remarques intéressantes à faire sur le sujet? Oui, je vais rester très, très modeste parce que c'est un vrai sujet. Déjà, je vais commencer. J'ai un mantra qui est plutôt lié, d'ailleurs, au numérique responsable, mais que je vais redire. Alors, tous les gens qui me connaissent, ils connaissent ce mantra par cœur, mais c'est une application ou une fonctionnalité, elle doit être utile, utilisable, utilisée. Utile. Et ça, tu dois le faire parce que sinon, en fait, tu produis des déchets numériques. Sinon, tu produis des déchets numériques. Si c'est pas utile, utilisable, utilisé, tu es en train de produire des déchets numériques qui pourrissent la planète une deuxième fois, hein, et qui vont être là et qui bouffent de l'énergie, qui aggravent la problématique du climat, etc., etc. Alors, ça a l'air évident, mais utile. Utile, comme ça on va dire à chaque fois toutes les demandes sont utiles. Bien sûr, toutes les demandes sont utiles, sinon elles n'auraient pas été faites. Mais vraiment utile, faut toujours avoir cette question. Est-ce que c'est vraiment utile? Il y a tellement de choses inutiles qu'on fait dans la vie. Est-ce que c'est vraiment utile? Et ça, c'est plutôt le métier des demandeurs, des directions opérationnelles. On dit des fois des directions métiers, mais moi je vais plus loin, c'est toutes les directions. Moi-même, je peux avoir besoin pour moi de fonctionnalités dans ma direction du numérique. Est-ce qu'elle est vraiment utile? Donc ça, c'est à chacun de savoir renoncer à ce qui n'est pas utile. Deuxième, utilisable. Là, c'est le boulot de la DSI. Et il faut que ça soit utilisable. Parce que on a quelque chose à faire. Si on le fait mal, si c'est pas bien utilisable, on a déjà mis le pied dans le déchet numérique. Or, utilisable, tu peux pas en décider tout seul. Le utilisable, ça veut dire que tu travailles avec les utilisateurs pour préparer l'adoption. Et tu fais en sorte quand même que ça rentre dans les processus de l'entreprise, parfois même dans la culture de l'entreprise, et tu dois regarder tout ça pour être sûr que la fonctionnalité ou l'application sera utilisable. Et utilisée, il faut mesurer. Parce que si c'est pas utilisé, même si c'était utile et utilisable, hein, si c'est pas utilisé, là, tu as un déchet numérique. Comment tu fais? Là, j'ai pas de recette. Je peux que faire du travail de co-construction, de concertation entre les demandeurs et les fournisseurs, la direction du numérique, sur bien renoncer à ce qui n'a pas l'air trop utile et se concentrer, être focus sur ce qui va être hyper utile, de travailler ensemble tout au long de la réalisation pour tester l'utilisabilité, usability en anglais, hein, l'utilisabilité, je pense que ça ne se dit pas. Et tu dois aussi accompagner au moment où tu le mets sur le marché, ça vers des clients finaux ou sur le marché interne, quand tu fais un déploiement, tu dois t'assurer que les bons gestes sont pris. Comment tu t'assures que les bons gestes sont pris? Beaucoup de soutien local. Il faut accompagner ces déploiements. De la conduite du changement, hein, donc du soutien local, de la formation, etc. Et effectivement, le type de fonctionnalité que Lemon Learning vous apportez, alors je vais pas
vous avez des concurrents et je ne vais pas les citer. Ce que je veux dire, c'est hyper important. Il y a des gestes évidents, en fait, très vite. 80% de l'appli, on a trouvé nos gestes, tous, avec n'importe quelle appli. Et par exemple, en fait, on a outillé avec votre solution, on a outillé notre gestion des temps. La gestion des temps, c'est tout bête, c'est tes présences et tes absences. Tu les notes dans le système, tu dis, voilà, j'étais bien là cette semaine, j'ai travaillé tel jour. Tiens, en fait, jeudi après-midi, non, j'avais posé un demi-RTT. Exemple, d'accord ? Ok, très bien. Ça, très vite, tu vas savoir l'utiliser. Crois-moi, tu vas savoir l'utiliser. Tu n'as pas vraiment besoin d'être accompagné dedans. Tu le fais une fois, 2 fois. Comme tu le refais toutes les semaines, tu sais exactement comment faire. Tu es le manager. Et en fait, tu valides ça. Très vite, tu sais comment le valider. Tu es le manager et tu as une demande d'annulation d'une demi-journée et tu ne sais plus, en fait, toi, comment tu valides l'annulation. Et là, à l'ancienne, il fallait aller regarder dans une doc, comme les docs dans les bagnoles. Mais non, tu ne vas pas aller regarder la documentation. Ça n'existe plus. C'est faux. On est dans le monde, on est dans la civilisation du numérique. On utilise. Jamais on va regarder les documentations. On utilise. Et là, c'est tout l'intérêt. C'est vraiment l'accompagnement par le geste. Et c'est ce que vous apportez avec votre solution. C'est l'accompagnement par le geste. Alors évidemment, c'est nous en fait qui mettons l'intelligence avec nos utilisateurs. On dit voilà, quand on va nous demander ce geste, étape par étape, voilà comment on fait. Et donc, tu es accompagné dans ton geste et peu à peu, tu vas l'apprendre. Ça, cet accompagnement du geste tel qu'il est souhaité, tel qu'il a été conçu, c'est important parce que c'est ça qui fait qu'à la fin, il y a une bonne acceptation d'une nouveauté. Merci donc pour votre solution. Merci. Alors, quand j'ai créé la société, j'ai fait moi-même le commercial et j'ai rencontré beaucoup d'assureurs, pas vous à l'époque. Et ce que je me suis aperçu, c'est qu'il y avait des gros moyens mis en œuvre, des dizaines ou des centaines de millions d'euros dans le développement du système d'assurance utilisé par les souscripteurs ou les gestionnaires, pour parler un peu le vocabulaire de votre secteur. Mais que derrière, les évolutions étaient hyper compliquées à faire et ces systèmes avaient l'air hyper vieux et un peu ringards. Comment tu l'expliques ? C'est quoi les complexités de votre secteur qui fait qu'on en arrive là, en fait ? Il y a plusieurs caractéristiques. Déjà, la première, c'est que c'est un des premiers secteurs qui s'est informatisé. Ça, c'est important. Parce qu'en fait, puisque ça s'est informatisé dès les années 70, aujourd'hui, une partie de mon travail, c'est paléontologue. C'est-à-dire que je regarde le système d'information. Si je fais une carotte, au sens, tu vois l'image, je prélève dans le sol du système d'information et je fais une carotte, mais je vais ressortir du code qui date des années 80. Et c'est valable en fait pour tous les assureurs et tous les banquiers. Comme c'est une des premières industries qui s'est complètement informatisée, on a du code qui, des fois, a 40 ans. Évidemment, ce code d'il y a 40 ans, déjà plus personne ne le connaît, mais évidemment, il n'a pas prévu que le monde serait numérique au point où il est aujourd'hui. Que l'instantanéité serait la règle. Via le digital, mais que l'instantanéité serait la règle. Il n'est pas du tout conçu comme ça. Les grands systèmes des assureurs et des banquiers étaient historiquement conçus vraiment par des batchs, des systèmes de batch, et donc du J+1 d'un certain nombre de traitements, et pas du tout sur l'instantanéité. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans ? Il y a 10 ans, tous les assureurs se sont rués sur le digital. Ils ont bien vu arriver quelques petites startups, on a bien vu arriver quelques petites startups, mais on a bien vu arriver aussi la transformation de notre monde. Et cette volonté de nos clients, et surtout de nos futurs clients, de changer leurs relations et d'utiliser les médias numériques pour ça. Et donc, il fallait se mettre à niveau. Qu'est-ce qu'ont fait les assureurs à ce moment-là ? Et là, tu parles de ce moment-là, en fait. Ils ont refondu, nous avons refondu, j'étais dedans, nous avons refondu notre relation client, notre exposition digitale, et on s'est rénové, mais très très vite. Parce que ça avait l'air d'être très complexe, très old fashion, très ringard. Mais les assureurs, en quelques années, ils ont les applis et des sites internet qui sont haut de marché en réalité. Tu peux tout faire. Tu n'as plus besoin, si tu ne le souhaites pas, tu n'as plus besoin d'interagir avec un humain.
En revanche, si tu le souhaites, tu peux. Et c'est vachement important pour nous, je le dis, pour Matmut, nous, on croit vraiment à l'hybridation. Et c'est extrêmement important pour nous que tu puisses avoir un contact humain quand tu le souhaites. Mais c'est bien notre client qui a le choix d'utiliser le digital ou le canal humain, d'ailleurs, qu'il soit, physique dans la même pièce, ou à distance, à travers d'un téléphone ou de la visio. Bon, ça, c'est laissé à leur choix, mais on a rénové complètement, nous tous, tous les assureurs, nous avons rénové complètement notre relation et notre exposition client. Mais on n'a pas changé à ce moment-là notre existant de 40 ans. Et quand tu changes les process d'interaction... Par question de focus. Focus, complètement, par question de focus. Par question de focus, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, tu ne peux pas tout faire en même temps. La priorité était à la relation client. La priorité des assureurs en ce moment, c'est de refondre les processus back-office. C'est justement de revenir sur ce code qui a parfois 40 ans, qui a sédimenté des façons de faire. Bien sûr. Et qui donc rend de la tension souvent entre l'interaction front-office et le traitement back-office. Quelque chose que les banques ont connu avant nous, cette logique de front-middle-back, et qui est complètement l'actualité de l'ensemble des assureurs de la place. On a très bien travaillé vis-à-vis de nos clients, il faut travailler aussi bien vis-à-vis de nos salariés et revoir les processus internes et rénover les processus. Et si tu travailles processus, tu rénoves les processus. Au passage, tu rénoves les applications qui portent ces processus. Mais tu ne fais pas un outil pour un outil, tu ne travailles pas sur le SI parce qu'il a 40 ans. Non, tu travailles sur le processus et en travaillant sur le processus, tu le rénoves. Ça, c'est vraiment ce qu'on a engagé à la Matmut, mais c'est ce qu'engagent la plupart de mes collègues des SI d'assurance. Et donc, le constat que tu faisais, qui était que ça avait l'air quand même très old-fashion, oui, ça l'était. Ça l'était parce que c'est sédimenté dans un code qui date. Et pourquoi il date ? Parce qu'on a été les premiers à informatiser. Ouais. Et en fait, tu revis la même chose que sur d'autres technologies où les derniers qui l'adoptent, à un moment, ils prennent un coup d'avance. Mais tu as toujours un legacy. Legacy, on se rappelle, c'est pas seulement un truc sale, vieux. Non, c'est aussi le patrimoine de l'entreprise. C'est un héritage, c'est le patrimoine. Et donc, il n'est pas là par hasard. Il a permis d'amener l'entreprise là où elle est. Il a permis de servir ses clients jusque-là. Donc, c'est pas... il n'y avait pas d'erreur. C'est pas quelque chose de moche qu'il faut supprimer. Mais il faut le rénover. Il faut passer l'étape. Et c'est sûr que les nouveaux entrants, ils reconstruisent de zéro. Mais en fait, au bout de 5 ans, ils sont eux-mêmes old fashion. C'est un cycle sans fin. C'est la révolution numérique. De toute manière. On le voit aujourd'hui avec l'IA, évidemment. La nouvelle vague arrive. Ça va encore changer des choses. Mais les assureurs, en fait, ont cette capacité à... Il faut bien comprendre que le numérique, il est au cœur. En fait, le numérique et la distribution sont au cœur d'un assureur. La relation à tes clients et puis l'outil. Et l'outil qui porte l'ensemble des travaux que tu vas mener, tu ne peux pas faire autrement. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai constaté et c'est assez amusant de voir que les banques et les assurances sont toujours les premiers à adopter des technologies numériques. Maintenant, c'est la tech, mais on va dire que c'est ces trois secteurs-là où quand on voit quelque chose qui marche dans l'assurance ou la banque, on sait que 10 ans après, tout le monde l'aura, quoi. Ouais, et tu vois, alors c'est intéressant parce que tu vois, c'est bien à contre-courant de l'observation qu'on fait par ailleurs, de se dire, voilà, ils ont des SI, quand même, c'est difficile, quoi. C'est ringard, ça doit être compliqué à faire bouger, etc. Et en même temps, on est les premiers, en fait, à adopter des notes. Simplement, en fait, et on rejoint le full stack, on doit s'occuper du passé, du présent et du futur. Et on s'occupe du passé, du présent et du futur. Faut dire aussi, comme le numérique est vraiment central, on y met des moyens. C'est évidemment une industrie où tu as un budget important sur le numérique. C'est l'outil premier et donc il est très bien accompagné. Aujourd'hui, il y a beaucoup de startups qui ont eu des gros succès dans la banque, comme Revolut ou comme Conto, mais dans l'assurance, il y a eu moins de succès, où ça a été plus difficile, où il y a eu des échecs. Comment tu expliques ça, le fait que ça soit peut-être plus difficile à disrupter ? Alors, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, il y en a qui marchent très bien quand même. Il y a quelques néo-assureurs qui ont fait des très belles choses.
et que je ne vais pas citer, mais qui ont fait des très belles choses. Mais il y a un point important, c'est que un assureur, ça mutualise des risques. Je vais quand même le dire, parce que c'est vrai qu'on comprend. On a tous des assurances. Moi, mes enfants, ils me disent je comprends rien, il y a la santé, il y a le machin, il y a le truc, je comprends pas. On voudrait t'assurer sur sa vie en entier. Hein. L'assurance, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ça rend possible le futur. Je vais le dire comme ça. C'est-à-dire que toi, tu as été entrepreneur. Quand tu es entrepreneur, tu prends des risques. Quand tu achètes une maison, tu prends des risques. Quand tu crées une entreprise, tu prends des risques. Quand tu achètes une voiture, tu prends des risques. Et permettre au plus grand nombre de pouvoir prendre ces risques, c'est le métier de l'assureur. Parce qu'il y a des gens qui peuvent prendre des risques un peu gratuitement parce qu'ils ont les moyens derrière. Mais si on en était resté là, il n'y aurait pas eu la révolution automobile. Parce que c'était trop dangereux. On ne pouvait pas acheter une voiture et risquer de la perdre du jour au lendemain dans un accident, puis c'est fini et tu as mis 10 ans de salaire là-dedans. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas prendre ce risque. Grâce à l'assurance, tu peux. Alors, c'est pas magique. L'assureur, pourquoi il peut? Parce qu'il mutualise les risques entre tous les assurés. Et donc, il faut un portefeuille. Il faut beaucoup d'assurés. Il faut cette capacité à mutualiser des risques. Donc, être un néo-assureur, rentrer sur un marché, il faut très, très vite constituer un portefeuille. Sinon, en fait, si tu n'as que quelques milliers d'assurés, et c'est pour ça qu'il y a des étapes difficiles à passer. Si tu n'as que quelques milliers d'assurés, un gros sinistre te met par terre, détruit ton business. Alors que quand, comme nous, tu as plusieurs millions d'assurés, eh bien, la mutualisation joue à plein. C'est-à-dire que chacun est bien assuré sur ses risques, il est couvert, mais heureusement, tout le monde n'a pas les mêmes risques en même temps. C'est la loi des probabilités, et ça permet de rendre acceptable cette prise de risque. Donc c'est un rôle, je dirais, financier, mais économique et sociétal extrêmement important, l'assureur. Et un nouvel entrant, c'est compliqué parce qu'il doit constituer ce portefeuille. Et c'est pas une vision commerciale, hein. C'est ce portefeuille qui permet la loi des grands nombres, qui permet la mutualisation. Voilà. C'est pour ça que beaucoup ont eu du mal, parce qu'en fait, ils arrivaient vraiment avec des belles idées sur la digitalisation. Sauf qu'en fait, on les a rattrapés très vite, parce qu'on avait les moyens de le faire et on l'a fait. Des belles idées sur l'acquisition, parce qu'il y a des nouvelles manières d'acquérir des clients avec les nouveaux codes de vie, effectivement. Mais derrière, il faut quand même une solidité de portefeuille qui n'est pas évidente à constituer. Et ça ne veut pas dire que le marché est fermé, du tout. D'ailleurs, en France, c'est plutôt un marché saturé. Il y a énormément... Il y a vraiment beaucoup d'assureurs. Il y a une compétition, une concurrence très forte. Et tu as vraiment le choix, toi, en tant que citoyen. Tu peux vraiment, sur tes logements, ta voiture, ta trottinette électrique, que sais-je, et ta santé, ta retraite, tu as plein d'acteurs qui peuvent répondre à tes besoins. Donc, tu as le choix. On est dans un pays où tu peux vraiment choisir, où il y a quand même beaucoup d'acteurs de qualité. Et donc, tu peux opérer ton choix, mais ce qui est sûr, c'est que tu vas être couvert. On est aussi dans un pays qui couvre, avec certaines assurances obligatoires, notamment, qui fait en sorte que cette mutualisation joue à plein. C'est plutôt une chance, de mon point de vue. Mais donc, ce que je veux dire, c'est pas une barrière à l'entrée qui fait que c'est sûr, il n'y aura pas de nouveaux entrants, il n'y a pas de concurrence, etc. Non, elle est exacerbée, la concurrence. Mais c'est pour ça que les nouveaux entrants avaient vraiment mis le paquet sur le moment, c'est-à-dire la digitalisation. Mais c'est loin d'être que ça, l'assurance. Il y a vraiment un métier complet derrière. Et si tu n'es pas prêt à immobiliser, j'ai envie de dire quand même beaucoup d'argent pour rentrer sur le marché, tu te positionnes autrement. Et c'est pour ça d'ailleurs que pas mal d'acteurs se sont plus positionnés sur l'intermédiation, sur les néo-courtiers, avec plus de succès. Parce que ça demandait moins de métiers intrinsèques, et moins de besoin de constitution d'un gros portefeuille rapidement. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais en termes d'innovation durable et de RSE ? Oui, bien sûr. Innovation durable, je vais pas... non, innovation durable, on va pas en parler. Mais RSE, oui. Alors déjà, c'est important. On a parlé tout à l'heure, inclusion, diversité. Ça fait vraiment partie de la RSE. C'est vrai qu'il ne faut jamais oublier RSE. C'est un alignement complet de l'entreprise sur un certain nombre de valeurs. Alors, c'est facile, c'est galvaudable, les valeurs, tout le monde peut parler des valeurs, mais nous sommes une mutuelle.
Une mutuelle, je te le rappelle, c'est important pour tout le monde, il n'y a pas d'actionnaire. Il n'y a pas de propriétaire tiers. Une mutuelle, elle appartient à ses clients, hein, qu'on appelle des sociétaires. Et ça, c'est valable pour Matmut, mais ça va être valable si je veux citer 3 autres marques exprès pour en citer. Je vais te citer la GMF, je vais te citer Maïf, je vais te citer Massif. Comme ça, j'ai cité des concurrents. Mais pour dire, on est constitué de la même façon, c'est-à-dire que l'entreprise appartient, entre guillemets, à ses clients. Elle n'est pas achetable comme ça. Elle ne répond pas à une logique de court terme. Elle n'a pas de dividendes à verser. Elle doit assurer la pérennité de la couverture des risques de l'ensemble de ses clients. C'est du temps long. Et on est constitué en tant que mutuelle pour être dans ce temps long. Et ça nous permet d'inscrire effectivement dans les valeurs de l'entreprise et notamment la Matmut, mais ça nous permet d'inscrire dans notre raison d'être, dans les valeurs de l'entreprise. Quand il y a des profits, en fait, tu les remets dans les fonds propres de l'entreprise, ce qui permet d'être encore plus fort pour les chocs futurs. D'accord. Et les chocs futurs, c'est pas une théorie. Parce que, bon, ok, il y a des climato-sceptiques, mais j'en suis pas. C'est pas une théorie qu'il y a de plus en plus d'événements climatiques. Et du coup, vous allez mieux rembourser aussi au quotidien. Ben, du coup, ça permet potentiellement de mieux rembourser au quotidien et surtout d'assurer de pouvoir le faire encore dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Et donc, cette solidité financière, j'ai presque envie de te dire que ça fait partie d'une vision RSE au sens durabilité dans tous les sens du terme. Bon, ça, c'est pour la durabilité financière, la durabilité au service de notre mission qui est d'assumer les risques de nos clients. Après, tu as un volet très sociétal. Et là, la Matmut, on aligne vraiment une position sociétale autour de... alors, c'est notre mantra aujourd'hui, c'est une assurance plus juste pour tous, mais autour de cette notion de juste, d'équité, de faire en sorte que on puisse accompagner chacun dans sa différence et dans l'ensemble de ses moments de vie. Parce qu'en fait, ça, c'est aussi une beauté de l'assurance, c'est qu'en fait, on est en temps long et chacun d'entre nous, on a des super moments puis des super mauvais moments, de toute façon. Et d'ailleurs, ça se finit toujours mal. Hein, donc, on a des cycles, on a des moments de vie, ils sont heureux ou malheureux, mais ces moments de vie, avoir des acteurs qui peuvent nous accompagner sur ces moments de vie et d'avoir des offres qui s'adaptent en fonction de notre moment de vie, c'est important. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on aligne. Mais maintenant, je vais aller plus vers l'environnement et plus vers la direction du numérique. Eh bien, je reviendrai toujours à ça, hein, mais dans cette révolution numérique qui est en cours, mais ça veut dire que l'empreinte du numérique sur la durabilité de la planète, elle est de plus en plus forte. Voilà. Elle est de plus en plus forte. Et on pensait qu'on était en train d'atteindre une asymptote et de maîtriser un peu tout ça avec le numérique responsable. Et j'en suis vraiment un porte-voix hein, du numérique responsable. Et paf, novembre 2022, IA générative. Et maintenant, on en est aux big tech qui sont en train de s'acheter des centrales nucléaires. Il faut juste se rappeler ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'en fait, la consommation d'énergie réexplose. Sauf que la consommation d'énergie, elle est avant tout d'ailleurs quand même fossile et elle est avant tout aux dépens de la planète. Et je veux dire de l'intérêt général, presque. Donc on est quand même dans un drôle de paradoxe où on sait qu'il y a du tech for good. Hein. C'est une réalité. Hein. Évidemment que la tech va aussi être utilisée pour améliorer les choses. Mais on sait que la tech a un coût durable sur la planète. Donc ça doit concerner tout le monde. Et là, évidemment, ça doit concerner le citoyen, mais ça doit concerner le DSI. C'est-à-dire que le DSI, il ne peut pas ignorer ce paramètre-là. Le DSI, il doit être au clair sur le coût du numérique qu'il met en place et qu'il exploite au quotidien, et partout où il peut améliorer les choses. Il ne faut pas s'y tromper, ça c'est comme pour l'inclusion, c'est des petites touches, c'est de l'impressionnisme. C'est des petites touches, mais ces petites touches sont importantes. Qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, l'allongement de durée de vie des matériels. C'est un lieu commun, mais ce qui coûte le plus cher dans le numérique, c'est la construction au départ du matériel. Donc, quand tu produis un ordinateur portable, un PC portable, en fait, tu utilises beaucoup d'énergie fossile, tu utilises beaucoup de métaux rares, tu utilises énormément d'eau. Hein. Je ne connais plus les chiffres, c'est des tonnes d'eau pour produire une unité. Et donc, si tu allonges la durée de vie, quelque part, tu l'amortis sur plus longtemps, donc tu abaisses l'empreinte sur la planète, puisque tu reproduis moins vite un nouvel exemplaire. Alors maintenant, tu es dans une entreprise qui doit être performante. Donc, on recule la durée de vie,
du matériel, mais quand il ne correspond plus à nos standards, et ça c'est la deuxième partie, on travaille au réemploi. Et là, tu peux, en plus, et c'est la beauté du truc, c'est pour ça qu'il y a des vrais cycles vertueux, tu peux travailler à ce réemploi au service, d'ailleurs, de personnes défavorisées. Alors, tu as des moments. Moment du Covid, je remplace 7000 postes par 7000 PC portables. Et bien, les 7000 postes, il y en a 3500, on les donne dans les collèges en Seine-Maritime, autour de nous. On est bien une entreprise nationale, mais là, en l'occurrence, à ce moment-là, je l'ai fait autour de moi, là où ils étaient, les postes, et on a donné 3500 postes au département pour équiper les collèges. C'était reconditionné par un autre partenaire qui permettait ensuite que les collégiens viennent chercher l'ordinateur, l'emmènent chez eux et réduire, et en priorité d'ailleurs aux collégiens qui étaient en milieu défavorisé et donc potentiellement en rupture numérique. Ce qui permet en fait, ce qui a permis d'assurer les cours, y compris chez les gamins qui n'avaient pas d'ordinateur à la maison. Dit comme ça, c'est une belle histoire, mais c'en est une de belle histoire. C'est un tout petit truc. On est 70 millions d'habitants en France. J'ai donné 3500 postes. C'est un tout petit truc. Mais en revanche, tout est bon dedans. J'ai fait du réemploi qui est allé au service de personnes qui étaient en milieu défavorisé et potentiellement en rupture numérique. Donc tout ça est bien. Et en fait, ce bien-là, et je me permets un bien, vraiment, cette partie bien, depuis, on la reduplique. C'est-à-dire que là, c'était un moment particulier, le Covid. Mais en réalité, maintenant, dès que j'ai du matériel obsolète pour la Matmut, parce qu'on a des standards d'entreprise performantes où il y a un moment, on a besoin de tel type de matériel, on cherche les filières de réemploi. On travaille par exemple beaucoup avec Emmaüs Connect. Emmaüs Connect, c'est vraiment justement à la fois de recycler ce matériel, mais de le vendre, mais de vendre à des prix très soutenables à des populations défavorisées qui vont venir l'acheter dans un magasin Emmaüs, mais qui vont aussi bénéficier d'un accompagnement de prise en main. Et donc tout ça, ça veut dire que tu as travaillé à la fois pour l'environnement, mais aussi sur le volet sociétal. Donc ça, c'est sur le volet allongement, réemploi. On travaille aussi sur nos data centers. J'ai en propre 2 data centers. Nous avons, la Matmut, 2 salles informatiques qui nous appartiennent. Ça consomme de l'énergie, une salle informatique. Et il y a quelques indicateurs clés. Il y a un indicateur qui s'appelle le PUE, qui en gros est le rapport entre l'énergie que tu consommes pour pouvoir refroidir finalement et faire tourner ton data center. Le rapport énergie supplémentaire sur l'énergie qui aurait dû être utile de base. Et on le regarde comme le lait sur le feu, c'est-à-dire qu'on vient chercher des dixièmes, des fois des centièmes. Mais ces centièmes, ça participe à une maîtrise de l'énergie, à une maîtrise de la consommation derrière des énergies fossiles, également des énergies fossiles. Donc, on travaille là-dessus, mais on travaille aussi sur nos chaînes éditiques industrielles. Un assureur, ça produit encore beaucoup de papier. Tout le monde n'est pas dans le digital. Tout le monde ne souhaite pas recevoir en dématérialisé son avis d'échéance. Il y a des gens qui veulent le recevoir, ça fait... C'est pas une facture, c'est un avis d'échéance, mais son échéancier de cotisation, de l'avoir en papier, classé dans un joli dossier qui est quelque part à la maison, dans une boîte inufigée, parce qu'un incendie peut arriver, etc. Je dirais, ça, c'est la liberté de chacun de le conserver soit en numérique, soit en papier. Donc, on produit encore du papier. Pour tous nos clients qui souhaitent du papier, nous produisons du papier. Ce papier-là, tu le fais à partir d'une salle éditique qui nous appartient, qu'on opère nous-mêmes. On a fait un grand choix il n'y a pas si longtemps, maintenant c'était il y a 4 ans, de repasser au jet d'encre, de quitter le laser, mais je parle là du laser industriel, et de le passer au jet d'encre. Les gains en équivalent CO2, les gains en tonnage d'eau sont exceptionnels, et j'ai même fait certifier la salle avec un label qui s'appelle Imprime Vert, qui certifie que cette salle éditique respecte toutes les bonnes pratiques
d'une impression soutenable. Comment ça se fait du coup que le laser consomme moins que le jet d'encre? Non, le laser consomme plus. C'est le jet d'encre qui consomme que le beaucoup. laser consomme. Ah, c'est technologique, ça consomme moins d'énergie. C'est pas la même manière d'apposer en fait l'encre. C'est pas de la brûlure, on appose de l'encre. Donc en fait, il y a vraiment un effet, mais c'est divisé par 10 en fait. Hein. D'accord. C'est extrêmement sensible. Mais cette optique-là, en fait, on l'a sur chaque nouveau dossier. C'est plutôt ça qu'il faut retenir. C'est que, je t'ai dit, ça sera toujours une goutte d'eau dans l'océan de la déchéance environnementale de notre monde. Ouais, mais c'est comme d'habitude. Si chacun fait cette goutte d'eau, à un moment, ça s'améliore. Donc, l'intérêt général, c'est que chacun regarde ce qu'il peut faire pour... Et nous, on le fait. Donc, on travaille. Dès qu'on prend un dossier, dès qu'on renouvelle un matériel, dès qu'on fait un nouveau projet, on se dit, mais comment on peut le rendre avec une empreinte environnementale moindre que la manière dont on faisait avant. Et c'est passionnant pour des ingénieurs par ailleurs. Hein. Enfin, ouais, c'est super intéressant. Voilà, faut se rappeler ce qu'on est aussi, c'est-à-dire des informaticiens, des ingénieurs geeks. Pour certains, des geeks. Et donc, là, cette envie toujours de réapprendre, de trouver des solutions à des problèmes. Tant mieux, quoi. Ça, c'est le bon côté de la tech. C'est pour ça que la tech, elle fait aussi du tech for good. Et du coup, justement, vos 2 data centers, c'est dans des bureaux de la Matmut ou c'est des choses qui ont été construites en propre? Est-ce qu'il n'y a que vous? Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Non, alors ces data centers nous appartiennent dans des locaux qui nous appartiennent. Donc on les a vraiment fait chez nous. Ils ne sont pas forcément dans nos bureaux, physiques, hein, mais c'est bien des lieux physiques. Il y a un mini entrepôt. Il y a l'équivalent de 2 grandes salles blanches qui ressemblent à... C'est beaucoup plus tech qu'un entrepôt, mais c'est ça, c'est un mini entrepôt, c'est quelques centaines de mètres carrés. Dedans, tu as des couloirs chaud-froid avec des ordinateurs en rack. Ce que tu peux voir dans des... Je sais pas moi, dans Mission Impossible, ou tu vois, bien sûr. Ça ressemble à ça. Hein, c'est des salles... très vite finalement, avec des rayonnages et de l'informatique dedans qui a l'air de vivre toute seule. Et en réalité, autour de ça, tu as des groupes froids, des groupes électrogènes, des batteries. Donc en réalité, c'est une salle industrielle. C'est-à-dire qu'autour de ce que tu vois, la salle blanche que tu vas voir dans tous les films, tu as 3 fois plus de mètres carrés avec un groupe électrogène qui ressemble à un énorme moteur de bateau. Hein, c'est 200 litres pour le coup de gasoil, prêt à l'emploi pour prendre le secours. C'est des grands groupes froids qui sont plus grands que la salle dans laquelle on est. Mais il y en a 3 parce qu'il faut toujours qu'il y en ait 2 en fonctionnement. Vous refroidissez avec de l'air? On refroidit avec de l'air, tout à fait. Mais on a mis en place tous les tuyaux d'eau glacée pour changer de technologie s'il le fallait. Parce que c'est une technologie qui se développe aujourd'hui, le refroidissement par l'eau. Donc en fait, aujourd'hui, on refroidit avec de l'air, mais on est prêt à mettre en place un système de refroidissement. Peut-être qu'il y a un changement de cycle de vie des composants. Exactement. Là aussi, on est toujours... C'est pour ça que dans ma direction, je t'ai dit tout à l'heure, 750 personnes, mais dedans, par exemple, j'ai un électricien, j'ai des experts, justement, des data centers. C'est ça qui est passionnant, en fait. Dans une direction comme la mienne, c'est 750 personnes, c'est 49 métiers différents. Je le dis aussi à tous les auditeurs, c'est le numérique, c'est des dizaines de métiers différents qu'on peut faire, d'ailleurs, on peut passer de l'un à l'autre au cours de sa vie. Et ça c'est, je trouve, c'est hyper motivant. On sait qu'on ne va jamais s'embêter dans ce secteur. Justement, c'est une question que j'aime bien poser à chaque fois. Si toi, tu devais créer une start-up ou conseiller quelqu'un qui veut créer sa start-up, ça serait quoi l'idée où tu penses que vraiment il y a quelque chose à faire, soit dans les assurances, soit pour les vendre au DSI? Alors, je vais essayer de répondre à cette question. Déjà, je vais te dire que j'avais créé une start-up. Ah, super. Mais c'était dans les années 2000. Dis-nous rapidement ce que c'était, du coup. C'était une start-up de gaming, en réalité. Je ne suis pas spécialement gamer, mais on avait senti le truc avec mes associés de ce moment-là. En fait, c'était une start-up où on voulait cataloguer. Il y a un côté un peu vintage. Cataloguer tous les jeux qui existaient. Avec les jaquettes, etc. Bon, tu vois bien que on n'y a pas mis le focus qu'il fallait. On faisait d'autres choses en même temps, et ça, c'est une des leçons, et toi, tu la connais, mais t'es entrepreneur, tu fais pas d'autres choses en même temps. Et puis, on était peut-être un tout petit peu early, comme certaines idées, c'est-à-dire que le gaming, il a plutôt explosé après, et maintenant, on connaît le e-sport, etc., mais c'était certainement un tout petit peu trop early. Je dis pas en avance, ça avait rien d'extraordinaire, ce qu'on avait fait, mais ça pouvait emmener des choses
qui aurait pu donner quelque chose. Donc voilà, mais ça m'a donné une expérience autour de ça. Ensuite, j'ai dirigé notre véhicule d'investissement dans les startups. Donc j'ai beaucoup croisé de startups. On a investi avec Matmut Innovation dans un certain nombre de startups. Moi, aujourd'hui, si je devais créer une startup... Quand vous investissez, est-ce que vous investissez le float assurantiel, donc tout l'argent qui est mis de côté pour le risque aussi c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est ce qu'a fait Warren Buffett, c'est pour ça que je pose la question. Non, c'est plus complexe que ça. Déjà, un assureur fait beaucoup d'allocations d'actifs, évidemment. Ouais. Il a des fonds propres qui sont là pour couvrir les risques. Et les risques ne seraient pas couverts par la collecte de l'année. Tu comprends bien. Il faut des fonds propres qui peuvent couvrir les risques. Et donc, ces fonds propres, tu les alloues sur le marché... en immobilier, en obligations, en actions et un peu entre guillemets de private equity aussi. Là, je parle vraiment d'un autre véhicule qui était vraiment un véhicule d'investissement dans les startups pour faire de l'open innovation. Donc là, ça avait une logique différente, pas de placer nos actifs, mais d'utiliser une part infime plutôt que d'investir dans des solutions informatiques, d'investir dans des startups avec lesquelles on travaillait. Ok. D'accord ? Pour essayer justement de faire des choses nouvelles, des nouveaux usages, de la nouvelle tech. Voilà. Et on a investi comme ça dans une vingtaine de startups et une bonne quinzaine, on a fait des partenariats, on a travaillé ensemble. Pour certaines, c'est fini, et on a fait des exits, etc. Mais en tout cas, il y avait une vraie logique d'open innovation. Non, là maintenant, une start-up aujourd'hui, tu vois, je vais être court. Soit tu choisis un segment peu équipé, donc s'il faudrait aller regarder, c'est ce qui se passe quand même dans d'autres pays. J'irai voir ce qui se passe dans d'autres pays pour voir s'il y a des secteurs non couverts, des choses non couvertes. Il y a eu, maintenant il y a plein d'acteurs, mais il y a eu l'assurance à un moment chien-chat, pour illustrer. Et il y a des pays où c'est né 20 ans avant la France. En France, ça commence tout juste d'assurer la santé des animaux. Moi, j'ai 2 chattes, mais je les assure pas. Mais j'irai voir sur des marchés différents s'il y a de la matière assurable non assurée en France. Je ferai ça, en fait. Parce que là, tu peux rentrer. Si c'est une matière qui n'a jamais été assurée en France, il y a une clientèle nouvelle, il y a des enjeux nouveaux, et tu as matière à très vite prendre un marché. En fait, c'est comme d'habitude. J'irai par là. Après, moi, si je devais vraiment aujourd'hui aller investir dans une start-up ou créer une start-up, alors ça fait plusieurs fois que j'en parle, mais j'irai autour du quantique, parce que j'ai quand même le sentiment que ça serait bien qu'on continue à être des champions de ce sujet-là en France. C'est une chance d'avoir l'académique qu'on a, c'est-à-dire que c'est un peu comme pour l'IA, sauf que l'IA, on sent bien qu'on s'est fait piquer beaucoup de compétences. Sur le quantique, il y a une école française très très forte. Il y a des startups françaises très très intéressantes. Il y a une difficulté en France du capital risque et des grandes séries qui fait que là, il faut immobiliser beaucoup d'argent. Donc, je ne sais pas si on est capable de conserver tout ça en France. Mais en tout cas, je continuerai à travailler autour de ça parce que là, je pense que c'est hyper intéressant sur la transformation du monde numérique, comme je le disais. J'y crois vraiment. Et il va y avoir du new biz dedans. Il va vraiment y avoir du new business. Et il va y avoir... il y a une école française à conserver en France. C'est pour faire un peu de souveraineté. C'est pas du patriotisme mal placé. C'est de se dire quand même, on a une excellence académique sur le sujet. Ça serait bien qu'on arrive à en faire quelque chose. C'est sûr. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, David. C'était vraiment super intéressant. Je pense qu'on a couvert des sujets assez variés, finalement. Très terre-à-terre du DSI, assurance, mais aussi innovation, prospective. Donc merci d'être venu et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci, Pierre, pour l'accueil. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. C'est un plaisir d'avoir de plus en plus de gens qui nous écoutent, qui nous suivent. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous êtes DSI, vous êtes expert de l'IA, de la conduite du changement, n'hésitez pas à nous contacter, vous avez nos contacts en bas dans la description, donc on serait ravis de vous interviewer. Et par ailleurs, je vous retrouve très prochainement dans un prochain épisode de CIO Pioneers. Merci.